Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Notre invité ce soir aura un petit accent liégeois, mais ça ne l'empêche pas d'être à la tête d'un département ministériel qui est particulièrement important pour les Bruxellois aussi. Ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est donc le numéro 2 de ce gouvernement qu'on appelait autrefois le gouvernement de la communauté française. Et outre ce rôle de grand argentier, il est également responsable de la fonction publique, des bâtiments scolaires et il a la tutelle sur le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement. C'est Frédéric Dardenne qui est notre invité ce soir. Bonsoir Frédéric Dardenne, merci d'être avec nous pendant 25 minutes. On va commencer par le budget, même si c'est peut-être ardu, c'est important. Quand on aime les chiffres comme vous, est-ce que malgré tout, être ministre du budget de la Fédération en ce moment, ce n'est pas une position un peu difficile? Ce n'est jamais une position facile, mais c'est passionnant, comme vous l'évoquiez, c'est ma formation, c'est mon métier, et je pense que c'est important de pouvoir à la fois aider à ce que l'on puisse mener à bien nos missions, et notamment au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais. Ce matin, à Bruxelles, Sven Gatz, qui est le ministre du budget de la région bruxelloise, un petit peu votre homologue, il a dit « Attention, les limites de l'endettement sont atteintes pour la région bruxelloise ». Est-ce que vous diriez la même chose pour la Fédération Wallonie-Bruxelles? Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, pour le moment, il n'y a pas de problème en Fédération Wallonie-Bruxelles et je tiens vraiment à rassurer les téléspectateurs. Mais il est clair qu'en perdant, en étant en déficit de l'ordre d'1 milliard sur 12 milliards environ, j'arrondis, on ne sait pas tenir comme cela. C'est-à-dire que chaque année, on rajoute 1 milliard supplémentaire. D'endettement, oui. Donc pour le moment, nous sommes légèrement en dessous de 100% d'endettement, ce qui est moins que d'autres régions. Oui. Mais pour Bruxelles, on est au double, pour donner un ordre de grandeur. Et donc nous sommes à environ, on va atteindre les 100% l'année prochaine d'endettement. Et donc c'est tout à fait supportable. Ça représente 2% de l'ensemble de nos dépenses. Donc c'est tout à fait assumable. Mais il est clair que si on continue avec des montants de cet ordre-là, au-delà de 2030, ça risque d'être difficile. Et donc je pense qu'il faut vraiment aborder le thème avec sérieux. Ce qu'il ne faut pas, c'est évidemment couper aveuglément dans nos dépenses. Je pense que notre but est d'avoir des dépenses qui aident à l'émancipation de nos francophones, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'aide à la jeunesse, et on pourrait encore en citer d'autres. Et donc, il faut continuer, évidemment, à pouvoir contribuer à l'émancipation de ces francophones dans ces différentes matières, mais il faut aussi, évidemment, et là c'est mon rôle, attirer l'attention sur le niveau des dépenses qui sont assumables. Ouais, donc il faut garder quand même un certain niveau de contrôle. Vous avez lancé un spending review, ça veut dire qu'on est en train de passer en revue et en profondeur certaines dépenses et leur utilité. Si j'ai bien lu dans la presse, c'est une petite cellule de 7 personnes qui fait ce travail. C'est la première année. Alors la première année, ils sont en train d'éplucher les bourses d'études, le financement du secteur de l'aide à la jeunesse et l'aide à la presse. Et puis l'an prochain, ils étudieront autre chose et on va passer comme ça en revue sur plusieurs années toutes les postes de dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet. L'idée, c'est quoi? On va identifier des poches d'économie possibles. Par exemple, on va dire, tiens, sur les bourses d'études, c'est 80 millions par an de dépenses. Là, il y en a peut-être qui sont plus utiles, on doit les laisser de côté? En fait, je pense qu'il est important d'avoir au sein de notre ministère, du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une équipe dédicacée à cela. Je pense que ce n'est pas le rôle des cabinets ministériels uniquement, et je pense qu'il faut avoir vraiment des personnes qui sont spécialisées. C'est pour ça que j'ai suggéré à mes collègues, et ils ont accepté, qu'on mette en place cette cellule avec une personne, et on a lancé la procédure de recrutement, et on devrait pouvoir la finaliser dans, ici, une quinzaine de jours, 3 semaines. Et donc d'avoir une équipe qui analyse l'ensemble des dépenses les unes après les autres pour essayer de les rendre, de donner des conseils, parce que le rôle reste évidemment aux politiques, de donner des conseils pour optimaliser leur efficience. Mais ça veut dire que vous êtes prêt à abandonner
aides ou des subventions ou des subsides ou des politiques qui sont plus indispensables ou qui marchent moyennement bien, c'est quoi? C'est pour recentrer l'argent, reconcentrer l'argent sur des politiques plus utiles ou c'est pour faire des économies? Ou c'est les deux? Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quand même des économies. Il pourrait y avoir des économies. Et comme je vous le disais il y a un instant, il est clair que rester à plus d'un milliard, enfin pour le moment on est légèrement en dessous d'1 milliard de déficit, ce n'est pas tenable. Et donc, il faut analyser nos dépenses, mais je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est de manière brutale et quelque part aveugle, supprimer des dépenses qui sont utiles pour l'émancipation des francophones. Ouais. On a souvent entendu dire que la Fédération Wallonie-Bruxelles, financièrement, elle n'était pas viable, parce qu'elle n'a pas de capacité à lever l'impôt. Elle dépend de ce que le fédéral lui reverse, et que du coup, il vaudrait mieux transférer certaines de ses compétences vers les régions, la région wallonne, la région bruxelloise. On y réfléchit toujours à cette idée-là ou elle est abandonnée? Elle n'est pas abandonnée. Je pense que des transferts de dépenses et une optimalisation de gestion de département, je crois qu'on doit l'avoir en permanence à l'esprit et il faut pouvoir dialoguer avec les régions. Je pense que purement et simplement supprimer la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme ça a été dit à certains moments, je pense que ça n'a pas de sens. Je pense qu'il doit vraiment y avoir entre Bruxelles et la Wallonie des synergies, et les synergies passent notamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais. Mais transférer certaines compétences, on a parlé parfois de l'aide à la jeunesse, on a parlé parfois de tout ce qui touche à la formation professionnelle. On a parlé de l'ONE aussi. Des petits morceaux, voilà. Ça c'est envisageable ou pas? C'est envisageable, tout à fait. Je pense que pour ça 2024, pour avant, pour après? Avant 2024, c'est totalement impossible. Je pense que ça doit se réfléchir sereinement et s'appliquer sans que ça nuise ni évidemment à la population, ni au personnel concerné. Il faut que cela se passe en douceur, mais de manière réfléchie et de manière optimale. Et on ne régionalisera pas l'enseignement? Je pense que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, le vendredi, on prend les questions de nos téléspectateurs et internautes qui suivent BX1, notamment sur les réseaux sociaux. Bonjour Aline Walsdorf, c'est vous qui êtes à la rédaction et qui collectez les questions pour Frédéric Dardenne. Oui, bonsoir Fabrice, bonsoir Monsieur Dardenne. Bonsoir. Alors, deux internautes s'interrogent concernant votre filiation. Il y a d'abord Jean qui se pose la question de savoir si c'est un métier que d'être politicien. Et il aimerait avoir votre avis quant au fait de limiter les mandats à 10 ans maximum. Et ensuite, Lucine se demande le rôle qu'a joué votre père pour vous lancer en politique. Alors, est-ce que vous êtes un fils d'eux et un pistonné, en d'autres termes? Fils d'eux, oui, je le suis, mais comme chacun d'entre nous. Pistonné, non. Donc, en fait, moi, j'ai eu, pour l'anecdote, vers 24-25 ans, l'envie de m'impliquer plus encore en politique et d'être un mandataire et de pouvoir m'impliquer pleinement. Je m'impliquais Vous étiez réviseur d'entreprise avant. J'étais réviseur d'entreprise, en effet. Et à ce moment-là, j'ai eu une discussion avec mon père qui à la fois était fier de mon implication politique, mais qui a attiré mon attention sur le fait que ce n'était pas nécessairement une vie facile et qu'on n'était pas simplement fils d'eux, pour reprendre l'expression. Mais je pense qu'il faut, si on en a la vocation, pouvoir s'impliquer au service de la société, au service des autres. Ça vous a aidé ou ça vous a desservi de vous appeler Dardenne? Il y a du pour et du contre, comme dans chaque situation. C'est clair que celui qui n'aimait pas mon père, peut-être pouvait avoir un a priori à mon égard, et le contraire également. Je pense que ce qu'il faut, c'est était plutôt populaire, donc il y avait plutôt des bons côtés supérieurs aux mauvais côtés, en tout cas en région liégeoise. J'essaye de faire sérieusement mon travail et d'être reconnu pour le travail que je réalise. Ouais. L'idée de limiter les mandats, de dire on peut être candidat, on peut être élu, on peut être ministre pour 10 ans ou pour plusieurs législatures, 2 ou 3, et après on doit céder à sa place. C'est une idée qui vous séduit ou pas? Qui me séduit, je pense qu'elle mérite réflexion. Elle mérite réflexion. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le mandataire politique, la personne, l'homme, la femme qui s'implique en politique, ça demande peut-être plus encore que hier un investissement lourd. Et donc, il faut évidemment qu'il puisse retourner dans une autre vie après. Et donc, je crois qu'il faut réfléchir aux mécanismes. Ouais. Et donc, il est clair. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques autour des privilèges des élus, de leur salaire, du fait que leur pension est supérieure à celle des autres. Vous comprenez que ça puisse
un petit peu déboussoler, voire chagriner, pour ne pas dire plus, le citoyen? Ça peut interpeller, en effet. Ça peut interpeller, surtout dans une situation telle que nous la vivons actuellement, qui est une situation de difficulté pour bon nombre de citoyens. Et donc, je comprends qu'il y ait cette interpellation. Et c'est pourquoi je pense que nous devons être plus transparents que jamais. Nous devons être transparents sur ce qu'on gagne, sur la manière dont on vit, la manière dont on utilise les deniers publics. Je pense que tout ça, c'est légitime de la part de la population de s'interroger. Mais je peux vous dire que les revenus politiques ne sont pas supérieurs à d'autres types de revenus et demandent pour bon nombre d'entre nous une implication grande. Alors, je voudrais changer de sujet. Je voudrais tester votre connaissance, ou vos connaissances, si vous voulez bien, Frédéric Dardenne. Est-ce que vous connaissez l'année de naissance de Mae Jemison? Non. Non. Alors, la réponse, c'est 1956. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? On va voir la photo de Mae Jemison. Mae Jemison, c'est une astronaute américaine. C'est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace en 1992. C'est avec la navette Endeavour. Nous aurons bientôt Monsieur Liégeois. Vous aurez bientôt Quentin Liégeois. Je vous pose cette question parce que cette question-là, en fait, c'est une des questions de la plateforme de test PIX. Ah. Ouais. Et donc, c'est pas évident de trouver la réponse. Hein. On vient de voir la photo de cette astronaute américaine qu'on ne connaît pas forcément. Non, tout à fait. Mais quand on utilise PIX, on a évidemment accès à Internet et on peut se renseigner sur Internet. Et donc, c'est ça l'idée. Voilà, tout à Face fait. à la question, il aurait fallu aller sur Wikipédia ou ailleurs pour trouver la réponse. Sur et Google. alors pouvoir avoir la réponse. Ouais. Ça sert à quoi, cette plateforme PIX? C'est un élément, c'est un outil d'apprentissage. Apprentissage et évaluation des connaissances que l'on peut avoir par rapport aux plateformes Internet. Et je pense que c'est important. On a tous notre smartphone, on a tous notre utilisation au quotidien de l'ordinateur ou des applications informatiques. Mais je pense qu'on doit pouvoir améliorer cette connaissance et on doit surtout avoir cette analyse et pouvoir avoir ce caractère de ne pas être influençable. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir encadrer cet apprentissage et PIX y contribue. J'ai eu l'occasion de voir l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, dans le cadre de la convention signée entre la France et la Belgique, de voir... C'est un système français au départ. Tout à fait. On est en train de l'étendre à la Belgique francophone. En France, il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Oui, tout à fait. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Non, pas encore. Il faut que ça augmente. Et j'ai vraiment envie que ça puisse se diffuser en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et comme je disais il y a quelques jours, pour le moment, il y a 8000 personnes qui utilisent et qui sont... labellisé, entre guillemets. Parce que ça permet d'avoir. Moi, j'aimerais bien aussi... qu'il y en ait 800 000 d'ici 1 an. Ça permet aussi d'avoir un certificat de dire voilà, mes compétences numériques, elles sont à tel niveau. C'est ça l'idée. Tout à fait. On fait le test et on peut avoir aussi des formations et on qui progresse, sont proposées. Et on peut progresser sur PIX. Et je pense que c'est vraiment un outil utile et nécessaire, et ce qui permet aussi de progresser. Alors, on va prendre une question suivante avec Aline Walsdorf. Je suis sûr qu'elle connaît PIX et qu'elle a un très bon niveau de compétences numériques. Aline, c'est à vous. Alors, non, je ne connais pas PIX, mais je vais poser la question. Tout d'abord, il y a Charles qui aimerait votre avis sur l'affaire Tarabella. Et ensuite, Eliane nous demande par mail si vous trouvez ça normal d'exclure du parti quelqu'un qui n'a pas été jugé et qui bénéficie de la présomption d'innocence. Alors, on parle de Marc Tarabella. Votre avis sur l'affaire et sur son exclusion, même s'il a été indiqué qu'il pourrait revenir du Parti socialiste, alors qu'il n'est pas encore jugé. Tout à fait. Donc, par rapport à Marc Tarabella, il y a tout d'abord la présomption d'innocence. Et il y a eu, je pense, hier, sa levée d'immunité au niveau du Parlement européen, ce qui permettra ainsi au pouvoir judiciaire de procéder aux interrogatoires et aux poursuites d'enquête nécessaires. J'espère que l'on pourra le plus vite possible faire la transparence sur sa situation et j'espère que tout sera rapidement
clair et qu'il pourra ainsi être blanchi. Ouais, on parle de corruption, hein, donc d'achat de vote ou d'achat d'influence dans un Parlement européen. Donc c'est quand même des choses relativement graves. Tout à fait. Le fait qu'il soit malgré tout exclu du Parti socialiste, c'est pas aller un peu vite en besogne tant que la présomption d'innocence s'applique? Donc l'idée c'est d'avoir un parallélisme entre ce que le Parti socialiste en Belgique a décidé et le Parti socialiste européen. Voilà, tout à fait. Ouais, le groupe dans lequel il SND, siège, et le là, groupe il a été socialiste. exclu. Et donc, ça a été dans cette logique de parallélisme. Alors, on va rester dans les ordinateurs. On était sur Pix tout à l'heure, je voudrais qu'on parle des ordinateurs à l'école. Ça a connu évidemment un grand boom pendant la Covid-19. Il y a des primes qui sont disponibles pour les parents. C'est 150 € par enfant qui a besoin d'acquérir un ordinateur pour l'école. C'est nécessaire et vous allez continuer cette politique ? Je pense qu'il est nécessaire, en effet, que l'étudiant, l'élève, que ce soit en humanité ou après, évidemment, puisse avoir cet outil qui est l'informatique. Ouais. Et cet outil, je pense que ça doit être un outil parmi d'autres, mais c'est un outil dont il doit avoir la possibilité d'avoir accès. Ouais. Et donc, il y a l'usage personnel, la possession. Tout à fait. Ouais. Alors, l'usage personnel, soit il se fait par l'école, et c'est pourquoi nous avons prévu des fonds de solidarité et on a d'ailleurs financé les écoles pour qu'elles aient un stock de base au niveau de ce matériel informatique, mais aussi la possibilité d'aider les familles à acquérir ce matériel. Alors, il y a 360 000 élèves dans le secondaire en Fédération de Bruxelles. Il y a un député écolo, notamment, Calvin Soares, qui estime que c'est une politique inégalitaire, qu'un ordinateur, ça coûte de toute façon plus cher que 150 €, que plus on achète d'ordinateurs, plus on pollue, et qu'en fait, il vaudrait mieux, d'après lui, investir dans des équipements collectifs, donc à l'école, avoir de bons ordinateurs à l'école, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur par élève. Vous êtes d'accord avec lui? Vous allez revoir la stratégie ou pas? Non, je ne vais pas revoir la stratégie. Je pense que la stratégie, elle doit être double. Elle doit être donc il y a un désaccord entre les partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Non, pas du tout. Donc il peut y avoir des nuances entre certains députés, qu'ils soient écolos, qu'ils soient autres, et la majorité et le gouvernement. Ministre, oui. Donc nous voulons aider les familles, aider les écoles, aider les étudiants à avoir ce matériel. Je crois que c'est important pour l'apprentissage. Et il y a les deux techniques. Il y a la technique individuelle aidée, il y a la technique individuelle totalement privée, et il y a la possibilité d'acquérir du matériel collectif pour les écoles. Je crois qu'il faut avoir... C'est 15 millions que vous avez rajouté pour cette politique-là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'élèves qui demandent, il y a beaucoup de familles qui demandent cette aide. Et c'est via les écoles. Donc c'est via les écoles que cette aide est octroyée. Et la première phase, en tout cas, a eu un plein succès. Alors, on va prendre une dernière salve de questions avec Aline Walsdorf. Alors, il y a 3 internautes qui pointent des failles à propos de nos bâtiments scolaires. Johanna et Carlos se demandent pourquoi il fait souvent extrêmement froid dans ces bâtiments, pourquoi ceux de Wallonie sont laissés à l'abandon en piteux état, contrairement aux bâtiments scolaires en Flandre. Et finalement, Yann souhaiterait avoir des nouvelles concernant la nouvelle circulaire sur les budgets qui était promise pour décembre. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Yann et d'une manière générale sur l'état des bâtiments, le fait qu'ils ne sont pas très bien isolés, pas très bien chauffés? Alors, j'ai eu l'occasion, quand je suis devenu ministre en charge des bâtiments scolaires, de faire avec les membres de la commission parlementaire le tour de quelques sites sur le terrain. Vous aviez dit à un moment qu'il faudrait au moins 1 milliard. Voilà. Donc, au moins 1 milliard, mais bien plus que cela. Et donc, j'ai voulu lancer un chantier sur les bâtiments scolaires pour pouvoir analyser de manière la plus objective possible les besoins. Et il y en a. Il y a un retard d'investissement considérable. Nous avons pu profiter du plan de relance européen. Et donc, il y a 269 millions déjà en piste, parce que c'est en juin dernier que nous avons attribué cette enveloppe-là. Et maintenant, il va y avoir 1 milliard qui va passer en deuxième lecture. Ça nécessite un décret nouveau. En deuxième lecture d'ici une dizaine de jours. Et puis au Parlement, normalement, d'ici le mois de mars. Et puis alors, on pourra lancer l'opération permettant aux écoles, tout pouvoir organisateur confondu, d'investir 1 milliard plus l'effet de levier, c'est-à-dire ce qu'ils mettent en complément, 1,5 milliard investi. Ce qui veut dire que les deux enveloppes, quand on ajoute les effets de levier, ça veut dire près de 2 milliards nouveaux complémentaires au-delà des fonds classiques. Oui. Frédéric Dardenne, pour être très concret, c'est-à-dire que les écoles vont pouvoir commencer à avoir cet argent et à commander des travaux dans combien de temps?
l'année Il y prochaine. en a qui ont commencé dans le cadre du plan de relance, donc les 269 millions avec l'effet de levier 400 millions. Et dans le milliard, il y a une première partie qui devrait être affectée, attribuée, ici en septembre-octobre. Et donc, ils vont pouvoir Septembre-octobre 2023. finaliser, oui, tout à fait, finaliser la préparation de leur dossier qui est par définition déjà Et après bien ça, avancé. on aura des écoles aux normes modernes. Et il y aura donc 3 phases qui vont, en 2023-2024, permettre d'utiliser ce milliard et demi, donc avec l'effet de levier. Et il est clair, mais là, ça ne dépend plus de moi, ça sera dans le gouvernement suivant. Il faut continuer cela pour pouvoir continuer à résorber ce retard d'investissement qui permet non seulement d'adapter nos écoles au plan de notamment la lutte d'enseignement, contre tout à fait, mais le aussi réchauffement climatique, oui, aussi. à l'aspect nécessaire en termes climatiques. Et donc je pense que c'est vraiment nécessaire et je pense qu'il faut évidemment que les étudiants puissent étudier dans de bonnes conditions et les enseignants Il n'y a plus de disputes entre réseaux. On vous a accusé de favoriser un petit peu le réseau officiel, donc Wallonie, Bruxelles Enseignement. Le CEGEC a notamment avait introduit une action en justice. Tout ça, c'est derrière nous. Ce sera une répartition équitable qui n'est plus contestée par personne. J'espère bien qu'il n'y aura pas de contestation parce que ce sont les meilleurs dossiers qui seront retenus. Alors, je voudrais qu'on aborde les questions d'actualité pendant les quelques minutes qui nous restent. Je vais commencer avec le décret inscription parce qu'il y a eu plusieurs interventions dans la presse, notamment de fédérations de parents d'élèves, mais également du CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique, pour dire finalement le décret inscription, il est plus nécessaire en Fédération de Bruxelles. Et puisqu'on a maintenant le pacte d'excellence et qu'on se dirige vers un tronc commun, on aura moins de concurrence entre les écoles, on peut renoncer au décret inscription. Est-ce que le ministre que vous êtes est d'accord ou pas? J'entends le principe. C'est vrai que le tronc commun devrait, à un moment donné, favoriser cette fluidité entre le primaire et les premières années de secondaire. J'ai le sentiment que c'est un thème qui mérite d'être analysé, mais non pas dans la brutalité et dans le changement radical. Donc pas on-off sur le décret. Voilà, tout à fait. Je pense que ça mérite analyse. Sûrement que dans le temps, l'idéal serait qu'il n'existe plus et qu'il y ait une fluidité plus grande. Mais je pense qu'actuellement, il y a encore des écoles où les demandes sont supérieures à l'offre et qu'il faut pouvoir canaliser et réglementer cette accessibilité. On aura des places supplémentaires dans les écoles de la région bruxelloise, parce que c'est quand même surtout chez nous et en Brabant-Wallon qu'il y a des embouteillages ou des places qui manquent. Il y aura de l'argent aussi pour construire de nouvelles écoles. Au niveau du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un suivi strict et un suivi précis des besoins dans les différents bassins de vie de la région wallonne et de la région bruxelloise. Une dernière question sur le nucléaire. Alors, ce n'est pas votre niveau de pouvoir, ça concerne le fédéral, mais c'est l'actualité du jour. Le Cairn, donc le Conseil restreint, a finalement décidé ce matin d'étudier la prolongation d'autres centrales nucléaires. On savait déjà qu'on allait prolonger Doel 4 et Tihange 3. On doit en prolonger d'autres, c'est pas assez ces deux-là? Je pense que étudier le problème est responsable. Il faudra voir les conditions éventuelles d'une prolongation. Je pense qu'il faut faire en sorte que dans une économie, dans un pays, dans une société qui devient de plus en plus électrifiée et qui a un besoin de plus en plus grand en électricité, je pense qu'il faut réfléchir aux différents modes d'approvisionnement. L'idée, c'est peut-être de prolonger des vieilles centrales, Tihange 1, Doel 1, Doel 2, mais c'est surtout pour l'hiver 2025-2026 et éventuellement l'hiver 2026-2027. Je pense que l'élément essentiel, c'est la sécurité des citoyens. Et donc, je pense que c'est ça qui doit être évidemment analysé. Ça, c'est le premier objet. Si on a l'assurance que c'est faisable et que ça n'est pas dangereux, on pourrait le faire. Je ne ferme pas la porte, à titre personnel. Et au final, il faut développer... Mais on n'est pas un petit peu en train de renoncer à la sortie du nucléaire ? Je crois qu'il faut continuer à investir dans les différents modes d'approvisionnement et notamment dans l'éolien. Mais à terme, on sortira du nucléaire et on passera vers le renouvelable ou pas? Je pense qu'il va y avoir une évolution des technologies dans les différents thèmes et je pense que dans le nucléaire,
À titre personnel, je ne saurais pas dire quelle va être l'évolution technologique, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est la protection des citoyens. Merci beaucoup, Frédéric Dardenne, ministre du Budget et de la Fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Demain midi, ce sont les députés bruxellois Matteo Segers et Michael Vossart qui seront les invités de Stéphanie Meyer dans Les Experts. Moi, je vous retrouve samedi après-midi, demain après-midi en radio pour parler de jazz, dimanche soir en télévision pour l'émission culturelle Connaissez-vous. Et puis, on sera de retour lundi matin, évidemment, pour la matinale. Bonjour Bruxelles, continuez à bien vous informer et bon week-end à tous. Bon week-end.